Point à la ligne, le podcast pour les entrepreneurs curieux qui veulent se réinventer. Tous les 15 jours, c'est votre rendez-vous communication pour décoder les tendances qui secouent le monde de l'entreprise. Tout pour comprendre les concepts, les enjeux actuels et prendre les décisions qui impacteront positivement votre business. Point à la ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de notre podcast Point à la ligne consacré au snack content et aux vidéos courtes. Nous sommes ravis de retrouver nos deux invités, Sébastien Gauthier, réalisateur et fondateur de l'agence Novocorp, et Vincent Monmousseau, coach professionnel, formateur, conférencier et auteur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour cette seconde partie de notre podcast, au cours duquel nous allons explorer davantage l'univers merveilleux de TikTok et des formats courts. Chers auditeurs, installez-vous confortablement, ouvrez grand les oreilles, c'est reparti. Alors en fait, ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est les formats. En fait, on en a parlé un petit peu dans la première partie, mais TikTok et Instagram ont imposé le format vertical. C'est le format qu'on va retrouver le plus aujourd'hui. Alors pourquoi déjà et qu'est-ce que ça induit en fait dans la communication aujourd'hui ? J'allais dire que c'est encore une fois les usages qui ont déterminé ce format-là, parce que le téléphone, il est tenu verticalement, et pour avoir une image pleine, entière sur le téléphone, c'est le format vertical 9/16e. Voilà. Alors évidemment, ça a beaucoup d'impact en termes de communication, parce qu'on était déjà sur d'autres usages. Avant, on était sur du usage 16/9e ou carré. Instagram a amené ça, le format carré, parce que comme Instagram était beaucoup que de la photo au départ, c'était plus facile de travailler ce format-là en photo, moins en vidéo, mais finalement on y est venu quand même. Et donc voilà, donc le format vertical s'est imposé par l'usage que l'on en a, par les outils qui sont mis à disposition de l'audience. Après, à nous de communiquer avec ce format-là. Et évidemment, ça change tout en termes de mise en scène par rapport à une communication classique. Vous, Vincent, qui utilisez beaucoup la communication vidéo, est-ce que c'était naturel pour vous de vous filmer comme ça en vertical ? Pas du tout. J'ai même fait au début à l'horizontale, je me suis dit merde, ça rentre pas. Non, pas du tout, parce que on apprend, donc on voit ce qui fonctionne pas. Et au début, on m'avait dit, pour des vidéos, même si l'image est pas terrible, faut qu'il y ait un bon son. Donc je focalisais principalement sur le son avec vidéo-cravate et avec micro-cravate, et des choses comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, avec les téléphones qui sont de plus en plus performants, ça arrive à avoir une image, une bonne image avec un bon son, sans trop d'équipement extérieur finalement. Si tu n'es pas dans un environnement qui fait du bruit, un environnement un peu tranquille. Ah, c'est ça, il y a vraiment des codes à prendre, des critères à prendre en compte, j'allais dire, pour faire des bonnes vidéos. Et le son est évidemment très très important, parce que si on mise tout sur ce que l'on dit et qu'on ne peut pas être entendu, c'est évident. Voilà. Et ça paraît basique, mais on le répète souvent à des clients, en tout cas, ou à des gens qui considèrent pas forcément ce paramètre-là. C'est l'un des premiers critères, c'est évident. Après, l'image, évidemment, faut pas être en contre-jour. C'est comme quand on fait une visio. Combien de fois on a dans le panel de personnes qui sont en vidéo, il y en a plein qui sont avec leur fenêtre derrière. Ou ça marche pas. On voit que le front. Ou on voit que le front, etc. Mais parce qu'ils ne considèrent pas finalement leur apparence dans ce cadre-là hyper importante. Pour autant, quand on veut communiquer, quand on se filme soi, quand on filme quelqu'un pour communiquer sur des réseaux ou pour dire quelque chose, délivrer un message, c'est évidemment hyper important de prendre en compte ça. Après, tout à l'heure, c'est vrai qu'on parlait du format vertical et de l'idée de remplir l'image. Remplir l'image sur un téléphone, c'est ce qu'on disait, ça permet de prendre tout l'espace dans ce téléphone-là. Et quand on a le téléphone en main et qu'on prend tout l'espace, on est omnibulé par ce qui est dit, ce qui est montré. On n'a pas forcément envie de switcher comme ça. Alors, il y a des applications qu'on dit, faut swiper ou en tout cas scroller pour passer à un autre contenu. C'est ce que l'on peut faire, c'est dans les habitudes. Mais c'est moins évident si on occupe tout l'espace. Alors vous, Sébastien, qui travaillez dans la vidéo, est-ce que les clients vous demandent ce genre de format de plus en plus, les formats courts ? Oui. Clairement, oui, c'est une demande. Alors, on préférait que ce soit une demande au départ de l'action, c'est avant qu'on fasse les images, parce que plutôt qu'être dans le besoin après coup, finalement, parce que évidemment, on ne filme pas, pour les raisons que je viens de donner, on ne filme pas quelque chose de la même façon si l'objet final est en 16/9 ou en vertical, parce que on ne rentre pas les éléments dans la composition de l'image, n'est évidemment pas la même, et du coup, l'intention que l'on veut donner ne sera pas la même.
mêmes. Pareil, les mouvements ne sont pas les mêmes parce qu'on considère bien, vous voyez bien, une image qui est un petit peu allongée, on peut avoir une lecture de gauche à droite. Dans un cadre vertical, on sera tout de suite un petit peu bloqué, j'allais dire, alors que voilà. Donc du coup, on essaye de trouver des astuces pour pouvoir pallier à ça. C'est-à-dire quand vous tournez une vidéo qui va être à l'horizontale, et bien derrière, on peut, c'est de l'effet, mais on peut découper l'image verticale en deux, avoir une image en haut, une image en bas. Et je donnais l'exemple qu'on pourrait prendre, c'est que le champ contre champ en cinéma, l'alternance entre l'intervieweur et l'interviewé que l'on a à la télévision, finalement, dans une vidéo verticale, on a les deux vidéos en même temps, mais réparties verticalement, une en haut, une en bas. C'est un nouveau mode, j'allais dire, de mise en scène de l'interview, pour cet exemple-là, qui fonctionne très bien. Notre œil va donc aller de haut en bas, soit pour écouter la personne qui parle, soit pour écouter la personne qui écoute, mais ça va satisfaire notre envie de comprendre comment l'interview est menée, de comprendre, de voir les réactions des uns des autres. C'est un nouveau mode d'expression, j'allais dire, et de mise en scène. C'est ça. Ouais. C'est dans la scénarisation de la communication, il faut absolument y penser. Les formats de vidéos courtes, du coup, évoluent. On voit de plus en plus de stories également, qui sont un mix un peu entre la vidéo et la photo. Comment vous expliquez justement qu'aujourd'hui, on soit dans le visuel à 100% et que, je vous dis, les marques, les entreprises se servent de cette portée et de cette puissance visuelle? Parce que c'est facile, finalement. Enfin, c'est facile à consommer. Il n'y a rien de plus facile. Hein. Avant, il y avait la télé. Maintenant, les jeunes ne regardent plus la télé. Ça se bine à la télé. Ils regardent des séries sur Netflix et ils ont besoin de commander. Finalement, voilà, tu peux arrêter, tu peux. C'est toi qui gères. Tu n'es pas devant un flux comme ça avec des pubs ou des choses comme ça. Donc c'est très très facile et c'est du consommable. Enfin, c'est du consommable. Après, ouais, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça va rapporter aux entreprises finalement, d'être sur le réseau. Est-ce que alors c'est bien d'y être parce que il y a pas d'autres alternatives. C'est important d'y être, hein, d'être visible. Mais après, en chiffre d'affaires, vraiment, est-ce que ça va rapporter? Est-ce que c'est sur du long terme? Est-ce que c'est ça qui est intéressant de voir comment est-ce que ça fonctionne? Ouais. Et Bastien, vous avez un retour par rapport à ça? En fait, le retour, pas particulièrement, parce que à chaque fois qu'on fait une vidéo de communication, elle a sa cible particulière. Donc, une marque qui va vendre des chaussures, elle va viser telle tranche d'âge ou telle autre, en fonction de la chaussure qui est faite. Et du coup, ils vont être présents plus ou moins sur certains réseaux, à certains moments et d'une certaine façon. Ce qui est sûr, c'est quand on est une marque assez grand public, je prends peut-être une banque, une assurance ou quelque chose qui n'est pas sur un produit particulier, il faut être présent partout. Et c'est une communication multicanale. Et c'est là que c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir adapter les sujets, surtout quand on a par exemple un événement. Imaginez, je sais pas, une banque est partenaire d'un marathon ou d'une course, il faut être présent sur tous les réseaux, parce que ceux qui courent le marathon ou la course, ils peuvent avoir 15 ans comme 55. Donc ça laisse assez large le spectre. Hein. Et en effet, l'idée des stories, c'est un élément complémentaire de l'envers du décor pour moi. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo de communication qui est à destination de LinkedIn et qui va avoir sa version pour Instagram, pour Facebook, etc., ou pour le site web du client, et bien finalement maintenant on en vient à mettre en scène le tournage. La façon dont ça s'est passé. Pourquoi ? Parce que ça met en scène les gens, tout simplement, et dans cette publication, on identifie des personnes et on montre qu'il y a une activité, qu'il y a un mouvement, j'allais dire, et ça permet non pas de faire une seule publication le jour où on va diffuser la vidéo, mais de teaser finalement cette future publication, donc d'aider à faire venir l'audience sur cette communication qui sera faite un jour J pour X ou Y raison. Et le fait d'identifier des personnes préalablement, ça va permettre qu'ils relaient dans leur communauté, dans leur réseau eux-mêmes, cette publication en disant « Ah, j'ai participé au tournage, j'ai parlé de ci, parlé de ça, soyez là tel jour à telle heure pour écouter le résultat. » Ça va être dans cette idée-là. Donc, c'est de l'imprégnation, comme on en parlait dans la première partie, mais il faut être vigilant tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est vraiment des métiers, des concepts. Hein, il faut vraiment adopter
ça pour tout maintenant. Et je comprends qu'aussi, tout le monde veut être sur les réseaux. Tout le monde ne peut pas y être efficacement parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande de la réflexion en amont et faut aussi accepter de lâcher un petit peu, ne pas tout contrôler. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que ça se passe finalement. J'imagine que les vidéos que vous faites sont relayées ou en tout cas likées. Donc ça veut dire que ça intervient, elles sont publiées dans des feeds d'actualité d'une autre communauté de gens, exactement. Etc. Et du coup, un jour, il y a un appel entrant et comment est-ce que vous m'avez connu ? Ah, c'est un tel, de un tel, exactement, etc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est les faire chercher finalement. Complètement. C'est c'est sûr, finalement, on est sur le réseau pour générer du business. Enfin, tu peux avoir pour la notoriété. Enfin, il y a beaucoup de jeunes où c'est pour la notoriété ou sur TikTok. Mais après, même au début que la notoriété, ils vont gagner de l'argent avec TikTok finalement. Et c'est évidemment, c'est la tyrannie du cool. C'est-à-dire qu'on paraît cool, mais il y a un double effet derrière. Et tout le monde recherche ça, évidemment. Même celui qui n'a pas une notoriété, qui n'a pas grand-chose à vendre, cherche l'effet de buzz derrière pour justement savoir ce qu'il va faire après. Et le danger, il est évidemment là. L'écueil des réseaux est là aussi. Oui, complètement. C'est là où il y a beaucoup de jeunes aussi qui veulent, qui ont une phobie sociale, qui veulent plus trop sortir de chez eux. Et du coup, avec les réseaux, tu peux être vu, tu peux regarder, écouter sans sortir de chez toi. T'as faim, tu commandes à Uber. Enfin voilà, c'est vrai. Maintenant, tu peux tout faire de chez toi. Et c'est sortir de ça aussi. On sait très bien que les réseaux, c'est pas la vraie vie. Et on a besoin de sortir. Et puis les filtres, on n'en a pas parlé, mais sur TikTok, il y a plein de filtres où du coup, il y a des personnes qui peuvent plus se regarder dans le miroir. Ils disent, attends, je ressemble à ça, mais c'est pas possible. Je peux pas sortir comme ça. Il faut toujours le filtre TikTok. Enfin, c'est un truc de fou, en fait. Ça crée des vrais problèmes. Le filtre TikTok et le filtre sur tous les réseaux, parce que et même à la télé, il y a tellement de maquillage que c'est triché. Mais ça, on le sait pas. Peu importe. En fait, ça ne fait qu'évoluer. Ça ne s'est pas accentué. Je pense que c'est toujours là. Ouais. La difficulté, elle est avec ces réseaux et avec ces formats verticaux et cette notion de publication très régulière, etc., des personnes, par exemple pour les entreprises, c'est de se dire à quel niveau il faut que le patron de l'entreprise s'implique parce que son employé va faire 3 vidéos sur TikTok tous les jours. Est-ce qu'il garde le leadership dans sa boîte s'il le fait ou s'il le fait pas? Quel est le niveau d'implication? Tout le monde n'est pas au même niveau d'implication. C'est sûr, et puis il n'est pas forcément à l'aise et il faut être à l'aise. Alors vous parliez de filtres, vous parliez de travestir un peu la réalité. Justement, comment on reste aujourd'hui sincère et authentique pour une marque, pour un professionnel comme vous, Vincent? Comment on reste sincère et authentique sur des plateformes comme TikTok? Après, tout dépend de ce que l'on recherche. Moi, comme je disais tout à l'heure, ce que je recherche, c'est impacter les gens. Donc, j'ai pas besoin de filtres, j'ai pas besoin de plein de choses pour impacter. C'est vraiment par rapport à l'énergie, à l'attitude que tu as. Et les gens, ça plaît ou ça plaît pas, ça c'est autre chose. Mais au moins, tu restes toi-même au maximum. D'ailleurs, je pense pas que... dans mon métier, on peut pas tricher. Moi, après, je vois les gens pour de vrai, je les vois en conférence et tout. Tu peux pas avoir 2 personnages complètement différents. Ça marche pas, finalement. Ça marche pas, donc c'est être soi-même, finalement être soi-même, et puis vraiment prendre du plaisir à faire les choses, le faire avec le cœur au maximum. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Et puis, je suis vraiment content de le faire, j'aime bien faire ça. J'aime bien me dire, OK, aujourd'hui, j'ai impacté des gens. Et ça, Vincent le dit très bien, le maître mot, c'est l'authenticité. Parce que c'est l'individu qui parle à l'individu. Et en effet, quand on se retrouve dans la vie réelle, on ne peut pas être deux. Ça, ouais. On ne peut pas paraître deux, en tout cas. Cloche. C'est surtout ça. Et puis, je dirais qu'il y a un autre mot, c'est le travail. Parce qu'il faut travailler le fond. Quand on est une marque, on a des produits, on travaille la qualité de ces produits, on travaille l'image pour montrer la qualité de ces produits. Quand on a un discours, on travaille le fond, on l'argumente, on le structure, son discours, son argumentation, etc. Donc c'est le travail. Ça ne changera jamais, quel que soit le mode de communication utilisé, il faut que ce soit travaillé tant sur le fond que sur la forme. Et la forme est souvent au service du fond. Il y a un élément aussi qui est à prendre en compte récemment, c'est-à-dire que même dans le format court, il y a le storytelling qui s'est invité au programme, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'émotions aujourd'hui, sur des formats très courts, sur des temps très courts. On a besoin de parler au cœur et au cerveau des internautes. Comment on peut rester authentique alors qu'on utilise un storytelling? Si tu racontes ta vie finalement et je pense encore une fois, tout va dépendre de l'objectif.
c'est vraiment pour faire le buzz. Il y en a, c'est vraiment pour faire du buzz, donc ils peuvent raconter des bobards et tout. Tu vois, c'est juste pour faire des vues et c'est beaucoup égotique en même temps les réseaux. Hein. C'est pour exister, c'est pour. Mais si tu fais les choses vraiment pour apporter quelque chose. Tout dépend si tu veux apporter ou si tu veux que ça soit des trucs qui te tirent vers le haut finalement ou devenir la star. Je pense que tout va dépendre de là. Oui, c'est clair, hein, c'est l'authenticité qui fait la différence. C'est-à-dire que on peut embellir, on peut mettre des filtres, etc. Mais finalement, il y a une réalité derrière tout ça. Et on peut tricher une fois comme ça, mais la fois d'après, non. Et le but, c'est de tenir. C'est comment est-ce qu'on gagne des abonnés, des fans, des j'aime, etc. C'est en multipliant les publications, les expériences et en montrant qu'il y a un fil conducteur dans tout ça, finalement. Et le fil conducteur, il peut être multiple, mais ça peut être la vérité du discours, la qualité d'une certaine esthétique de l'image, une façon de raconter les choses où on est un peu le seul. C'est vrai que à partir du moment où on commence à être copié, c'est là qu'on réussit, j'allais dire. Voilà. Ce qui n'empêche que il y a des tendances, on peut s'inspirer et les marques doivent s'inspirer des choses qui émanent j'allais dire, de ce qui sort de ces réseaux. On cherche tout le temps des nouvelles choses, mais personne ne peut faire le buzz tous les jours et voilà. Donc, en tout cas, c'est limité dans le temps. Est-ce qu'il y a des techniques ou des astuces pour réussir des vidéos courtes de qualité ? Ça, c'est une question, en fait, ça dépend de chacun. Ça dépend de son niveau de compétences techniques, hein, d'appétence aussi pour la technologie, parce que c'est souvent ça qui fait qu'on trouve une bonne idée, on trouve un style aussi. Hein, celui qui va se filmer en plongée comme ça sur le côté et qui va le faire tout le temps, il crée son style à lui, etc. Celui qui va se faire filmer par quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. C'est l'appétence technologique. Principalement, ouais. Vous, Vincent, vous communiquez beaucoup sur des vidéos qui existent déjà, comme vous disiez tout à l'heure, aussi, ouais. sur lesquelles vous allez apposer votre message d'inspiration. Comment ça peut être un outil justement pour inspirer et motiver les gens, la vidéo courte ? Bien, le fait d'impacter rapidement, moi ce que j'aime bien, c'est quand je suis sur Instagram, je regarde des vidéos, et il y a des vidéos qui me disent « Ah tiens, ça je pourrais m'en servir de cette vidéo justement pour pouvoir étoffer un propos. » Donc du coup, je vais la republier et je mets un texte. Donc là, je mets un texte et pour justement que les gens puissent être captés d'abord par la vidéo, c'est la porte d'entrée, et après lire le texte. Alors c'est un texte assez court quand même, c'est pas une newsletter. Mais du coup, ça impacte assez bien les personnes et après tu crées une habitude. Voilà, comme tu disais, Sébastien, tu crées une habitude et on m'a dit tiens, juste quand je vois la vidéo, je sais que c'est toi. Parce que c'est une vidéo qui parle toujours confiance en soi, motivation, leadership, avec un message derrière inspirant. Oui, donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, une sorte de signature, c'est-à-dire habituer les gens avec des Exactement, habitudes. C'est pour ça qu'on a besoin de persévérer, de ne pas s'attendre à ce que ça fonctionne tout de suite, parce que c'est jamais comme ça. Persévérer, et puis ajuster, et puis être prêt à la critique aussi, c'est très très important. Parce qu'à travers les raisons, c'est très bien qu'il peut y avoir beaucoup de critiques. C'est Albator 72 qui va te dire quelque chose que tu connais pas, tu n'as jamais vu. Ok, donc c'est important de répondre à chaque fois, bien évidemment. Mais pas prendre ça trop à cœur parce que tu sais même pas qui c'est. Du moment que on parlait de l'authenticité, mais du moment que tu sais que tu es à l'aise avec ce que tu dis et que pour toi ça a du sens et que pour toi c'est juste et tu sais que ça fait pas de mal finalement. Voilà, mais son critique c'est pas bien grave. C'est pas gênant finalement, c'est pas non plus. J'aime bien cette phrase, tu prends les choses à cœur mais pas tant que ça. Tu donnes le meilleur de toi-même. En même temps, voilà, si ça foire, c'est pas non plus. Il y a pire quoi. La grande difficulté, elle est que, par exemple, pour TikTok, il faut publier tous les jours, quasiment, ou même plusieurs fois par jour, j'allais dire. Mais pour une marque, c'est très compliqué, ça. C'est très, très compliqué de provisionner du contenu, parce qu'on ne le fait pas que en réel, que en direct, les choses. Voilà. Sur LinkedIn, on peut être sur des plats un peu plus froids et moins réguliers. Mais quand même, il faut quand même qu'il y ait ne serait-ce qu'une régularité et en plus une production de contenu intéressant, riche pour se faire repérer. Donc la question du style, elle est hyper importante et le style dépend de l'authenticité de la personne.
on peut encore moins tricher. Parce que revenir tous les jours, plusieurs fois par jour, sans style particulier, on perd tout le monde. Hein. Je pense que... voilà. Donc, imprimer une marque de fabrique, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir dans sa communication. Voilà. Son style vestimentaire, sa façon de parler, c'est évidemment des choses qui sont propres à nous et qui ne dépendent pas d'une technologie. Voilà. Donc ça, c'est des conseils qu'on peut donner en effet pour communiquer. Voilà. Si ceux qui voudraient entreprendre, dans ce cas, une communication sur ces réseaux. Ouais, complètement. Et comme tu disais, Sébastien, pour rebondir, on peut pas tricher sur du long terme, c'est pas possible. Tu peux tricher sur une ou deux vidéos, tu sais, c'était comme à l'époque où tu as un vendeur qui te vendait un radiateur, le truc qui marchait pas, mais le vendeur était reparti, machin. Maintenant, ça marche plus, ça. Avec les réseaux, tout se sait, et on sait très bien que s'il y a quelqu'un qui est pas fiable ou qui est pas honnête, voilà, il y a eu des histoires avec des influenceurs où ça s'est su et directement tout est cassé finalement. Donc après, c'est vraiment être vigilant à tout ça. Si on veut perdurer, on a besoin d'être vigilant à tout ça et vraiment d'y faire attention et de pas faire les choses. Enfin, faut que ça soit réfléchi quand même. À mon avis, il faut que ça soit réfléchi. Et ça, avec TikTok, plein de gens, c'est du live. Hein, ils sont, je sais pas, au bord d'une route, ils filment un truc, puis ça va marcher parce que voilà, ils expliquent ou parce que c'est gore ou c'est sexe ou voilà. Après, mais après, à long terme. Tu construis ouais, c'est qu'est-ce que tu construis finalement, tu vois, est-ce qu'au bout d'un moment ça va pas se péter la figure parce que ça fait flop quoi, ça part en feu l'artifice et ça termine en pétard mouillé quoi. Et puis on ne peut pas être en live tout le temps. Enfin, il faut qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant qui se passe. Ouais. Soit c'est le départ d'une course, enfin, il y a un événement, il faut qu'il y ait quelque chose pour parler d'un live, il faut qu'il y ait quelque chose à montrer, qu'on ait quelque chose à dire. On peut pas faire du live sur des paysages tout le temps, quoi, tous les jours. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a qui vont parler de choses, mais ils sont en train de manger, ils vont avoir une idée, ils vont parler, ouais, je mange des pâtes, alors voilà, là il y a ci, il y a ça, ils vont parler d'un truc, mais alors, en même temps, des fois ça peut captiver ce qu'il va dire, tu vois. Mais en fait, il n'y a rien dit. Rien de spécial, quoi, tu vois. Il y a un truc que j'ai découvert il y a quelques temps déjà, mais sur YouTube, il y a les vidéos, les unboxings des jeux de cartes. Et ils font ça des fois en famille. Donc c'est la mère de famille qui ouvre la boîte de jeux de cartes, qui distribue les cartes Pokémon ou je sais pas quoi aux gamins. Et c'est des vidéos de unboxing comme ça. C'est assez étonnant le nombre de millions de personnes qui vont juste voir ça. C'est un truc de fou. Un truc qui marche super bien aussi sur TikTok, c'est une bouteille où tu mets dedans, je sais pas, de l'eau, des cailloux, des perles, et tu fais descendre ça, c'est une bouteille en verre, et tu la fais descendre des escaliers, et elle se brise, et t'as tout qui... Et ça, mais ça cartonne. Bah, toi, pareil, tu dis, ok. Des tendances, alors c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais TikTok, les vidéos courtes, ça lance énormément de tendances. Alors, parfois toujours très heureuses. Mais alors, du coup, tout ça, c'est très éphémère, ça va très vite, c'est ce qu'on disait. L'attention, on le sait, l'attention des internautes, elle est de plus en plus limitée. Comment on maintient l'intérêt, comment on maintient l'intérêt de ces internautes dans des laps de temps aussi courts? Les vidéos, elles sont éphémères, mais l'idée, c'est que l'effet soit durable. Donc, pour ça, il faut multiplier les vidéos éphémères impactantes. Et donc ça, construire sa mise en scène, construire son discours sur ces courtes vidéos, c'est hyper important. C'est important, ouais, c'est professionnel en tout cas. En termes de communication sur une marque ou sur un produit, on est obligé de construire ça. Et après, il faut publier à son rythme aussi, parce que être trop présent pendant une période pour ne plus l'être juste après, parce qu'on n'a plus grand-chose à dire, le temps de réécrire d'autres choses, etc., ça marche pas. Donc, j'allais dire, c'est ce que le community manager le dirait mieux que moi, mais c'est la programmation de cette diffusion et ça répond aussi à la stratégie de communication. C'est un bout de la chaîne. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une frustration aussi dans ce monde alors, on parle beaucoup de TikTok, mais est-ce qu'il n'y a pas une frustration de se dire on a travaillé sur un contenu pendant des mois, on a travaillé sa stratégie, et on va faire moins de vues qu'une personne qui danse avec un sombrero sur la tête? Ah bah c'est sûr. Il n'y a pas un peu de frustration justement de cette communication sur ces formats? Oui, si, c'est sûr, ça peut arriver parce que voilà, mais après, une vidéo de communication, c'est aussi des compromis entre la cible, l'audience, enfin les besoins de la marque par rapport à son audience cible, les envies de communication et de placer tel ou tel produit à tel moment parce que c'est le truc du moment. Si une marque de voiture décide de sortir sa voiture rouge et qu'il n'y a que du bleu ou du gris dans l'environnement à ce moment-là, il va falloir trouver des stratégies de communication pour pouvoir se dire les gens vont vouloir ça après.
je pense que c'est vraiment un concours de pas mal de choses. Après, le type qui danse avec son sombrero, il le fera une fois, il le fera peut-être pas deux. La marque qui vend des voitures va communiquer sur une autre voiture, sur un truc, etc. Donc, qu'est-ce qui restera dans la tête des gens que oui, en 92, vous dansiez la lambada, quoi. Mais en 92. C'est le problème de l'impact et de l'effet immédiat. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça ne marche pas parce qu'il y a moins de vues, voilà. Mais c'est comme les films au cinéma. Est-ce que le dernier, Astérix et Obélix, on va dire qu'il a moins marché finalement, dans le temps, il va peut-être très bien marcher. Il va rembourser ce qu'il a coûté, payer tout le monde, etc. Et tout le monde sera content. Il n'aura pas fait peut-être le buzz du film qui sort comme ça et qui fait tout de suite des millions et des millions. Mais au final, il aura marché. Alors, comment vous voyez le futur de ces vidéos? Est-ce que, d'après vous, ce format court va persister, va être pérenne? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose, justement, de très tendance, de très mode pour le moment, et qu'on revienne à des formats un petit peu plus traditionnels Moi, je dirais qu'il y a tout. C'est-à-dire que on ne peut pas occulter le fait que les gens vont continuer à faire des vidéos eux-mêmes avec leur téléphone et à les publier. Une grande partie du temps, ce sera court, ce sera long, il y aura du live, il n'y aura pas de live, etc. etc. Après, tout dépend des supports de communication. Et puis, il y a un élément qui va rentrer en jeu, c'est l'intelligence artificielle, qui va permettre de donner accès à plus de personnes à des solutions techniques pour faire des choses plus qualitatives, ou en tout cas donner cette impression-là. Et puis, l'intelligence artificielle, pour les marques, vont permettre aussi un éventail plus large de communication. Enfin, ça existe déjà, évidemment, mais notamment la notion de traduction, de doublage pour des marques à l'étranger, sur des produits qui se vendront, du coup, voilà, au lieu de faire 3 campagnes de communication dans 3 langues différentes, 3 pays différents, on en fera peut-être plus qu'une, alors ce sera peut-être moins quali, faut voir, je sais pas, ça dépend du produit. Mais l'IA va certainement bousculer un petit peu tout ça, tout en donnant voilà, d'autres possibilités. Okay. Quel conseil vous pourriez donner à des professionnels, à des marques, à des entreprises qui voudraient se lancer dans ces formats? Ce que je pourrais dire, c'est déjà oser le faire, oser être prêt à la critique, oser être sur le réseau, ne pas s'attendre à des résultats tout de suite. C'est vraiment faire les choses, comme tu disais, c'est avec régularité, c'est ce qui est le plus important, une discipline. C'est la discipline qui va amener la motivation. Hein. Donc on a besoin de faire les choses, et que ça soit régulier, soit se dire ok, je vais publier une fois par semaine, mais toutes les semaines. Pas faire une fois par semaine pendant un mois, j'arrête 3 mois, je repars. Et si c'est tous les 3 jours, c'est tous les 3 jours, tous les jours, c'est tous les jours. Et c'est ça le plus important, enfin pas le plus important, mais vraiment faire attention au départ, se faire comme un cahier des charges à soi-même et se dire, voilà, je vais faire ça, je vais publier à telle heure. Les gens aiment bien les habitudes en fait. Moi, je publie à 6h30 tous les jours, en fait. Donc après, les gens, il y a une habitude qui se crée et c'est se forcer à le faire. Moi, je dirais c'est vrai, il y a 2 choses. La première, c'est bien étudier son besoin, c'est bien de savoir à qui on s'adresse et pourquoi on le fait. Ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose, je rebondis sur ce que dit Vincent, qui est très vrai, c'est l'expérimentation. Ne pas avoir peur d'expérimenter et de tester des choses. C'est pas parce qu'on teste et qu'on ne va pas reproduire la fois d'après qu'on aura perdu. C'est pas un échec. C'est juste qu'on sera peut-être écarté un petit peu de sa cible première, qu'on aura peut-être essayé, ça prend pas toujours, voilà. Mais il faut expérimenter, c'est ceux qui font, c'est le principe de l'agriculture, hein. On sème et puis on récolte après. Voilà, si on ne sème pas, on ne récolte pas. Voilà, c'est le bon sens paysan. Merci beaucoup, messieurs. C'est malheureusement la fin de ce podcast. Je tiens à remercier chaleureusement nos invités, Sébastien Gauthier et Vincent Mousseau, pour leur expertise et leur enthousiasme. Vous nous avez éclairé sur les aspects techniques, émotionnels et même inspirationnels de cette nouvelle manière de produire et consommer la vidéo. Encore merci beaucoup, messieurs. Et bien sûr, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour nous avoir accompagnés dans cette émission. Nous espérons que vous repartez avec de nouvelles idées pour enrichir votre propre contenu, qu'il s'agisse de divertissement, d'apprentissage ou d'inspiration. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux pour rester à l'affût de nos prochains épisodes et partagez vos commentaires, vos idées et même vos danses TikTok avec nous. C'est la fin de notre périple dans l'univers du TikTok et des vidéos courtes. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez jamais, la créativité est à portée de main. Merci encore et à très vite pour de nouvelles aventures.